Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, épisode 2 de l'histoire de l'Algérie. 1830, l'Europe industrielle débarque à Sidi Fretch sous les plis du drapeau tricolore, derrière les canons, les promesses, pacifier, civiliser, moderniser. Mais dès les premières heures, la conquête se mue en guerre totale, en répression massive, en anéantissement systématique des résistances, à commencer par celle d'Abdelkader. C'est pas une colonie qui naît, c'est peut-être une société fracturée, hiérarchisée, en tout cas dominée. De 1830 à 1870, la violence fonde le droit, l'Algérie est conquise par le glaive et la charrue. Les troupes massacrent, les colons défrichent, les tribus sont déplacées, affamées, regroupées. Les textes se succèdent, les républiques changent chez nous. Napoléon III parle d'un royaume arabe, mais la logique reste dominer, soumettre, exploiter. Derrière les mots de progrès, une véritable tempête démographique, un pillage organisé, on peut le dire, une résistance enfouie. Et puis vient le temps des certitudes. 1871, la dernière grande insurrection kabyle est matée. Le décret Crémieux octroie la citoyenneté aux juifs mais la refuse aux musulmans. On parle d'Algérie française, mais il s'agit d'une colonie peuplée de citoyens et de sujets. Les Européens contrôlent les terres, les banques et les tribunaux. Les Algériens sont les indigènes d'un territoire dont ils ne possèdent finalement rien. On leur apprend Molière, mais on leur interdit leur langue. Leur tourisme devient l'expression ultime du mépris. On visite les indigènes comme des curiosités exotiques. 14-18, des dizaines de milliers d'Algériens vont mourir pour une république qui ne les reconnaît pas ou peu. En 1919, une idée nationale commence alors à germer. Avec Messali Hadj, l'association des oulémas sous l'étoile nord-africaine, se construit un discours autonome, islamique ou laïque, anticolonial, national. Mais les espoirs du centenaire sont écrasés par le mépris, les promesses trahies, les réformes refusées. Les années 30 sont celles de l'impasse, une société cloisonnée, racialisé, incapable de dialogue. Et puis vient le choc. 1945. Sétif, Guelma, Kherrata. Le drame, la censure, le silence. Le nationalisme algérien s'enflamme. En 1954, la guerre éclate. La Toussaint sanglante ouvre une décennie de violence, d'aveuglement, d'horreur partagée. Attentats, torture, regroupement, exécution sommaire, propagande, contre-insurrection. Les femmes y prennent part, les artistes y trouvent un cri, les diplomates y cherchent une issue, mais la République française s'effondre lentement mais sûrement, minée par ces contradictions. En 1962, l'indépendance est proclamée, mais rien n'est résolu. Le chaos commence. D'un rêve d'unité surgit la lutte pour le pouvoir. Le FLN triomphant n'a pas de programme. Les accords d'Évian divisent, les harkis sont abandonnés, les pieds noirs fuient, les coopérants arrivent. Le peuple algérien, épuisé par 132 ans de domination, doit se réinventer dans l'urgence. L'autogestion, le socialisme, l'islam, la francophonie, l'arabisation, ça fait beaucoup, tout ça est mis sur la table. Mais rien ne prend racine. Entre les coups d'État militaires, les espoirs révolutionnaires, la guerre des sables contre le Maroc, l'Algérie indépendante cherche encore son visage. Eh bien, c'est cette période de la dépossession à l'indépendance qu'on va décrypter dans cette émission, toujours en compagnie de l'historien Michel Pierre, sans manichéisme. Il s'agira de revenir sur les différentes complexités, si souvent caricaturées. C'est un demi-siècle maintenant de convulsions, de rêves brisés et d'horizons ouverts qu'on va explorer ensemble. 5000 ans d'histoire, l'histoire de l'Algérie, épisode 2, de la dépossession à l'indépendance. Alors Michel, rebonjour. Rebonjour. Qu'est-ce qui explique, selon vous, on va dire la brutalité quand même de la conquête française dès 1830 ? Bien, c'est une conquête. Alors, il y a un temps d'attente. Par 1830, on hésite, puis finalement, la décision va être prise par Louis-Philippe, qui envoie une partie de ses fils, du reste le duc d'Aumale, etc., qui sont présents dans cette conquête de l'Algérie. Et là, on rentre vraiment aussi dans une volonté de gloire militaire de la part de ce nouveau régime. Il s'agit de faire ses armes, peut-être, de prouver quelque chose sur le terrain, parce que ça fait longtemps, en fait, et je le dis depuis souvent, ça fait depuis Napoléon Ier qu'on n'a pas gagné une guerre. Hein, je dis ça aujourd'hui, oui, tout seul. Il s'agit d'une part, comme on le disait précédemment, de se construire aussi un espace de domination méditerranéenne par rapport à la Grande-Bretagne, de
gloire pour les officiers qui vont y prendre part, et puis de conquérir un territoire. C'est le début des idées véritablement de colonisation, y compris de colonisation de peuplement. Évidemment, cette conquête, comme toute conquête, va se heurter à une résistance. Et une résistance qui s'appuie aussi sur une forme de guerre sainte. C'est-à-dire, c'est pas seulement un adversaire qui arrive pour vous conquérir, mais c'est un adversaire d'une autre religion. C'est-à-dire, il y a des vieux souvenirs de croisades ou autres qui reviennent dans les mémoires des uns et des autres, de chaque côté. Et cette conquête va être extrêmement violente. Alors, c'est pas la peine de revenir, on la connaît par Bugeaud, par les enfumades, les destructions de récoltes, les massacres de civils, enfin, je donne... On la connaît, mais c'est vrai que c'est... Pardon, je vous arrête, mais c'est vrai que c'est toujours bien quand même de revenir et de dire les choses. Oui, c'est vrai, il y a eu des choses, enfin, il y a eu des massacres, évidemment, comme dans toute guerre, parce que malgré tout, c'est une guerre, d'un côté comme de l'autre, évidemment. Mais ils n'étaient pas forcément obligés. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire il y a parfois une férocité qui était peut-être pas obligatoire. Oui, mais une partie, par exemple, de ces officiers, officiers supérieurs, avaient fait leurs premières armes aussi pendant la campagne d'Espagne sous Napoléon Ier. Ils ont connu en fait la résistance espagnole. Il suffit de souvenir. On applique les dessins de Goya, les as de la guerre, sur ce qui se passe en Algérie à ce moment-là, et on comprend. C'est une guerre effectivement des deux côtés, sans aucune pitié, oui. Mais avec une armée qui va être l'armée d'Afrique, qui va devenir de plus en plus sans pitié. On trouve quand même des textes d'officiers supérieurs français qui disent mais on ne va jamais pouvoir ramener cette armée en France métropolitaine. Ils ont atteint, pour une partie de ces soldats, une telle... c'est une forme de déshumanisation qui vient... de ce qu'on applique et de ce que certains de vos adversaires appliquent. Par exemple, j'ai cherché des témoignages, non pas seulement des officiers français, mais quelques témoignages de soldats. Donc on trouve de soldats de base qui, l'un d'entre eux mentionne par exemple que par rapport au massacre qu'ils commettent eux-mêmes, mais il dit à un moment évidemment que le matin d'un combat, après avoir entendu toute la nuit des prisonniers de son propre camp brûlés vifs par l'adversaire, on n'est pas particulièrement bienveillant le matin qui suit cette nuit. Et c'est valable pour les deux. Donc, alors... Petit bémol quand même au temps d'Abdelkader, où semble-t-il, lui-même, Abdelkader, va, en lien du reste avec l'évêque d'Alger de l'époque, faire attention à préserver la survie des prisonniers de chaque camp. Mais on parlait des enfumades. Alors ce qu'on appelle les enfumades, c'est des tribus entières, des groupes d'humains, avec les civils, avec les troupeaux, etc., qui vont se réfugier dans des grottes naturelles. Et pour les en faire sortir ou pour les exterminer, eh bien, on va mettre le feu à chaque ouverture des grottes en question avec des fascines de bois qui vont asphyxier tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Et ça va quand même susciter un certain nombre d'interpellations, y compris à Paris. Dans les médias, oui, bien sûr. Et dans les médias, et auprès des élus à la Chambre des Pairs et ailleurs sous Louis-Philippe. Donc, mais après tout, les conquêtes du temps sont ainsi, quoi, mais elles sont particulièrement effroyables. On pense quand même que ces conquêtes, plus les conséquences que ça peut avoir, par exemple en termes de maladies, d'épidémies et autres, vont faire une ponction de 500 000 personnes sur 2 à 3 millions d'habitants de la régence d'Alger au moment de l'arrivée des Français. On est sur des choses, sur des chiffres importants et sur une conquête extrêmement sanglante, quoi. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.